élections au Mali. On a les résultats, il y aura un deuxième tour. Il y a eu des élections au Zimbabwe. Et au moment où nous vous parlons, les médias officiels du Zimbabwe annoncent la quasi-victoire du président sortant, M. Mugabe, avec 2 tiers de voix. Et l'opposant Tsvangirai dit qu'il ne va pas accepter ces résultats et qu'il ira en justice. Lors des élections précédentes, M. Tsvangirai avait gagné, il y a eu des émeutes. L'Occident est intervenu et a dit à l'opposant, écoutez, cohabitez, soyez Premier ministre, vous organiserez des élections et vous pourrez gagner. Pour débattre de ce problème, j'ai 2 invités qui vont se présenter, mais ils ont en commun ceci, chacun, selon ses activités, lutte pour la vérité des urnes en RD Congo. Pour débattre de ce problème, j'ai 2 invités qui vont se présenter. À ma gauche. Oui, bonsoir, c'est M. Ange Pabolangui, président de l'UDPS ici à Bruxelles et actuellement représentant adjoint faisant fonction. Merci beaucoup, M. Ange Pabolangui. Et à ma gauche, et à ma droite plutôt, c'est M. Babi Balukuna, membre de la FCI, la Force du Combat Intelligent. Bien, merci. Et M. Ange Pabolangui, quelle lecture, d'une façon générale, faites-vous des résultats des élections au Mali et au Zimbabwe? D'abord, au Zimbabwe, je vous dirais, M. Fita, que nous ne sommes pas étonnés. Vous aviez en face de vous un dictateur, M. Mugabe, qui pour lui, la seule stratégie qu'il a, c'est de se maintenir et de mourir au pouvoir. Donc, M. Mugabe a tout fait pour tricher, manipuler ces élections. L'opposition n'a même pas eu le temps de revendiquer, ne fût-ce qu'une petite victoire. Donc, M. Mugabe s'est proclamé vainqueur. C'est une dictature, je dirais. En ce qui concerne le Mali, vous remarquerez que là où l'Occident s'est investi, parce qu'il faut dire que la situation du Mali, c'est un peu l'implication de la France de François Hollande, de Laurent Fabius, cette France-là qui a voulu d'abord chasser les islamistes qui ont voulu prendre le pouvoir, qui ont pris le pouvoir de force, et cette France-là a voulu démocratiser. C'est pour cela que les scrutins semblent un peu plus acceptables qu'au Zimbabwe. Mais la situation du Zimbabwe ne m'étonne pas parce que toute personne qui connaît la situation et la nature de M. Mugabe ne sera pas étonné de ses actes. Merci beaucoup, M. Ange Pabolangui, M. Babi Balukuna. On vous voit souvent dans différentes manifestations. Vous avez comme mot d'ordre depuis novembre 2011 la vérité des urnes. Quelle est votre lecture par rapport à ce qui s'est passé au Zimbabwe? Voilà, donc ce qui s'est passé au Zimbabwe, c'est déplorable, ça il faut quand même le dire, parce que au Zimbabwe, la présidence de la République est tenue depuis 33 ans par M. Le président Mugabe, qui est d'ailleurs doyen d'âge de tous les présidents africains présentement. Et après 33 ans de règne, moi je m'étais dit en tant qu'observateur qu'on pouvait peut-être vivre le retrait de M. Mugabe du pouvoir. Je pensais qu'il allait le faire de façon pacifique et par négociation, supposons. Mais malheureusement, le président Mugabe a tenu à aller jusqu'aux élections. Et d'ailleurs, vous avez vu qu'au mois de mars déjà, il s'est produit un retouchement de la Constitution, ce qui s'était passé comme en RDC. Ils ont revisité leur Constitution et finalement, ils arrivent aux élections dans une précipitation et fort regrettablement, M. Tsvangirai en sort deuxième au lieu d'en être premier et c'est regrettable, c'est déplorable. Bien. Au Mali, il faut quand même féliciter en passant la maturité du peuple parce que le peuple a agi par rapport à ses attentes
Et je crois que tout ce qui s'est passé comme soutien extérieur n'a pas vraiment influencé le choix du peuple malien. Merci beaucoup, monsieur Babi Balokuna. La deuxième préoccupation, c'est par rapport à l'intervention de l'Occident. Une fois, il a été dit à M. Tshisekedi, lors des autres élections, qu'il devait s'impliquer, être Premier ministre, quitte à ce qu'il organise des élections. M. Tsvangirai l'a fait. Et voici les résultats. Maintenant, quel commentaire, M. Ange Paboulang, avez-vous par rapport à la position du président Tshisekedi qui avait refusé de suivre cette sorte de diktat de l'Occident? Oui, je vous remercie, M. Fita. Souvenez-vous qu'en 2006, mon parti avait boycotté ces élections de 2006. Mais je vous dirais que beaucoup nous avaient reproché notre non-participation. L'un des protagonistes ou l'un des candidats de ces élections, M. Fita, actuellement se trouve à la CPI. Donc cela veut dire que ce processus n'était pas viable parce que M. Mbemba est aujourd'hui détenu. Je vous rappellerai que M. Kofi Annan, lors de son passage en 2006 au Congo, avait rencontré M. Tshisekedi. Et lorsque M. Tshisekedi, le président de notre parti, lui avait fait part des irrégularités constatées par la commission électorale indépendante qui organisait les élections, M. Kofi Annan lui-même, je ne sais pas si on vous l'a dit, était très étonné. Mais moi, je vous dirais simplement que si ce processus s'était bien passé, vous n'auriez pas un des membres ou un des acteurs à la CPI. Bon, actuellement, en 2011, lorsque nous parlons de vérité des urnes, mon parti avait gagné les élections. Ça, ce n'est pas nous qui le disons, mais tous les acteurs. Je crois que M. Balkoun était même témoin à Kinshasa à ce moment-là. Mon parti avait gagné les élections. Mais c'est une dictature qui s'impose au pouvoir. Donc lorsque nous disons vérité des urnes, non, nous voulons que l'alternance puisse se jouer dans notre pays. Ce n'est pas impossible. On l'a vu au Sénégal, pourquoi pas au Congo. Donc là, le peuple a cette maturité. Mais l'Occident doit aussi prendre en compte la réalité des faits et appliquer cette réalité partout. Et ne pas faire une géométrie à deux variables. Sur M. Kabila, en 2011, il triche les élections, il est au pouvoir. En 2006, il envoie un autre protagoniste à la CPI. Donc il y a un problème. Bien, merci M. Ange Bolangui, M. Babi Balokuna, pour la même question. 2006-2011, la position de M. Étienne Tshisekedi. Quel commentaire vous avez là-dessus? La position du président Tshisekedi reste une position d'honneur, une position d'un homme qui sait ce qu'il veut et ce qu'il fait pour son peuple. Vous savez, en 2006, M. Paboulang vient de le dire, il s'est passé des élections dans les conditions que tout le monde a déplorées. Et la conclusion de tout cela, Kabila est resté au pouvoir et Jean-Pierre Bemba se retrouve emprisonné à La Haye. Et la suite, c'est 2011. Vous avez vu qu'en 2011, le président Tshisekedi, pour sauver le peuple, éviter une non-assistance au peuple qui était en danger, il est entré en scène et il a gagné ces élections, je peux aujourd'hui le confirmer. J'étais moi-même candidat aux législatives et j'ai eu à travailler pour la communication de notre groupe, celui que chapeautait le président Tshisekedi, et on avait gagné à ces élections et la pression extérieure a commencé, tel que ça se fait présentement tel que ça s'était fait en 2008 au Zimbabwe. Dans le cas du Zimbabwe en 2008, qu'est-ce qui s'était passé? On a demandé à Morgan Tsvangirai d'accepter de collaborer, de partager le pouvoir avec le président Mugabe, mais en lui promettant, en lui garantissant qu'en 2013, il y aurait probabilité qu'il puisse gagner à ces élections. Mais aujourd'hui, la conclusion ou encore la finalité des choses, c'est quoi? M. Mugabe va rester au pouvoir. Et Morgan Tsvangirai, qu'est-ce qu'il va faire? Je ne sais pas s'il va continuer à être Premier ministre, si la coalition va continuer, va demeurer. Vous savez, au Zimbabwe, le président Mugabe se maintient au pouvoir. Déjà 33 ans, il va encore en faire 5.
il se maintient au pouvoir avec le grand soutien des Sud-Africains. Mais les Sud-Africains, les gens se souviendront très bien de l'histoire de l'Afrique du Sud avec l'apartheid. Et quand ce peuple a souffert de l'apartheid, tous les autres peuples du monde ont manifesté leur compassion pour eux. Mais aujourd'hui, je me demande, moi, le gouvernement sud-africain, qui est issu de cette souffrance, comprend-il qu'il est maintenant temps qu'au Zimbabwe, ce peuple-là puisse aussi vivre l'ère de démocratie qu'eux ont tant cherché dans la difficulté? Mais dans le cas de la RDC, le président Tshisekedi est resté ferme sur sa position. Il n'a pas voulu céder à cette pression internationale qui a une seule direction, c'est celle de maintenir l'homme qui garantit leurs intérêts dans le pays indiqué. Donc, dans le cas de la RDC, tout le monde le sait, que M. Kabila n'a aucun soutien intérieur du peuple. Au niveau national, au niveau régional, même au niveau communal, je vous assure, M. Fita, même dans des quartiers, il n'y a aucun quartier au Congo où vous trouverez les autochtones en train de soutenir M. Kabila. C'est faux. Donc, les Occidentaux ont fait leur pression, Tshisekedi n'a pas cédé, mais maintenant, on parle déjà aussi des concertations, tout simplement pour ramener les autres qui sont dans la position de résistance à partager le pouvoir avec Kabila. Pour quelle finalité? C'est ça la question que nous nous posons. L'exemple du Zimbabwe. Morgan Tsvangirai s'est investi dans cette affaire. Il en sort quoi? Il en sort perdant à deux fois. La première fois, il cède. La deuxième fois, maintenant, il va pleurer. Pleurer avec qui? Parce que le peuple va aussi lui poser des questions. Il a participé pendant 5 ans avec M. Mugabe. Il a co-géré avec M. Mugabe. Est-ce qu'aujourd'hui, il va dire qu'en dénonçant les fraudes remarquables qu'il y a eu à ces élections, ça sera pour la cause du peuple ou pour sa cause personnelle? C'est pourquoi nous disons dans la position du président Tshisekedi que cette position c'est une très bonne position parce que pactiser avec Kabila, partager le pouvoir avec Kabila, monsieur le doyen Gizenga l'a fait en 2006. Qu'est-ce qu'il a gagné? Pas grand-chose. Jean-Pierre Bemba l'a fait. Aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba est en prison et son parti est en train d'être émietté par les mêmes Occidentaux qui font pression. Toutes les garanties qu'ils donnent, au Congo par exemple, ils ont demandé au président Tshisekedi d'appeler le peuple au calme, d'appeler ses partisans au calme, comme si par après ils allaient, je ne sais pas, par coup de baguette magique, décanter la situation. Mais malheureusement, qu'est-ce que nous vivons? Nous continuons à réclamer la vérité des urnes et M. Kabila continue à lancer des appâts pour pouvoir nous amener dans son système. Mais je crois que cette fois-ci, nous le faisons avec un homme fort. Nous n'allons pas céder. Bien, M. Babi Balkouna, vous avez répondu à une moitié de la question qui vient. La question par laquelle on va atterrir, c'est en fait ce message-là de concertation, dialogue, etc. que M. Kabila a lancé sur base de l'exemple de M. Tsvangirai. Dites-moi, chacun de vous me dira, quelle est sa position, quelle est la position de son parti ou de son mouvement par rapport à ces négociations et pourquoi cette position? Monsieur Ange Babolangi. Oui, je vous dirais que, M. Fita, au Congo, nous avons beaucoup négocié. Même si vous regardez sous le régime Kabila, il y a eu beaucoup d'accords. Mais le problème, c'est que vous ne respectez pas ces accords. Bon, nous ne nous voyons pas nous mettre autour d'une table avec une personne qui est en même temps, qui est le problème et qui veut être la solution. Donc le problème au Congo, c'est M. Kabila qui a triché aux élections et nous devons essayer de réfléchir pour essayer de lui trouver une porte de sortie. Ça, c'est la première question que je vous dirais. La première réponse que je vous dirais. Mais dire que les négociations, négocier avec qui, pourquoi? Mon parti ne conçoit pas les négociations en termes de partage de pouvoir. Ça a été fait sous Mobutu, ça a été fait, et le Congo ne sort pas de la crise. Essayez de regarder toutes les négociations que notre pays a connues. Donc pour nous, le problème, nous l'avons vraiment identifié. M. Kabila doit
cesser d'exercer le pouvoir par la force. Le président élu doit être rétabli dans ses fonctions. Donc M. Tshisekedi, je ne dis pas parce qu'il est de mon parti, pour que le Congo puisse redémarrer en bon état démocratique, il faudrait que celui qui gagne aux élections puisse exercer son mandat librement et à la fin de son mandat, partir et laisser la place comme nous voyons ici. M. Sarkozy, son mandat est arrivé à sa fin, M. Hollande a pris le pouvoir. Donc dans ce pays, il n'est pas dit que jusqu'à la fin du temps, que nous, les Congolais, doivent être comme des esclaves à vie et être gouvernés par une dictature. Puisque je résumerai un peu M. Fita. Au lieu de dire négociation, le fond du problème c'est quoi? Mobutu est parti en 1997. Lorsque l'armée de Mobutu a été défaite, les Rwandais ont occupé les Congo. C'est ça le gros problème. Dans leur bagage, ils sont arrivés. James Kabarebe a été notre ministre de la Défense, je crois. Donc Kabarebe, au chef des Rwandais. Donc les autres Congolais ont pactisé avec cela, mais je vous rappellerai que mon parti, je crois que le 23 mai, une semaine après l'entrée de l'AFDEL, M. Tshisekedi a fait une déclaration importante demandant à ce qu'on puisse nous donner la facture des Rwandais et que l'armée rwandaise puisse dégager. On ne nous a pas écoutés. Vous avez eu donc, ces gouvernements de Rwandais, ils ont violé des femmes, ils ont tué. Aujourd'hui, vous imaginez, donc une région comme le Kivu, donc le Kivu c'est la capitale mondiale du viol. C'est comme ça qu'on détruit notre pays. Donc moi je vous dirais qu'il faut d'abord identifier le mal. Le mal c'est cela, le pays a été occupé. On a vu ici, M. Hitler avait pris la France, il avait pris la Belgique, on a dû chasser un dictateur pour reconstruire la démocratie. Donc la démocratie, avec M. Kabila autour d'une table, nous n'y croyons pas. C'est pour cela que mon parti n'est pas partie prenante pour ces négociations. Nous voudrions, comme M. Babi Balkouna l'a dit si bien, rétablir la vérité des yeux. Ok, merci M. Ange Paboulangi. M. Babi Balkouna, vous allez répondre par rapport aux fameuses négociations et puis enchaîner en donnant votre piste de sortie. Et par rapport aux négociations, quelle piste de sortie? Oui, M. Cheikh Fita, je veux bien arriver à cette question-là, mais il y a une chose. Là, nous venons de parler, de faire un parallélisme entre la situation au Zimbabwe et la situation en République démocratique du Congo, qui tourne autour des élections. Vous voyez, la comparaison n'est pas raison certes, mais les leçons nous parlons de deux. Je veux bien éclairer les choses pour que les gens comprennent. Peut-être que les gens qui sont en train de nous suivre vont se demander pourquoi ces Congolais qui ont l'habitude de parler du Congo vont s'apaisantir à parler de la République zimbabwéenne. Oui. Vous savez, la grande différence entre ces deux pays par rapport à ces élections est laquelle? Au Zimbabwe, vous avez un pays où l'Occident n'est pas dit pas avec M. Mugabe. M. Mugabe a le mérite, c'est vrai, d'avoir lutté contre le colonialisme et aussi même le néocolonialisme. Bon, ce qu'on aurait souhaité, c'est qu'il parte quand même après 33 ans de règne, qu'il libère quand même ce peuple-là et son pays, que le pays prospère entre les mains des autres personnes. Mais le pays n'est pas occupé dans ce cas-là. Mais dans le cas de notre pays, il faut insister qu'au Congo, nous sommes dirigés par des étrangers, si pas infiltrés à tous les niveaux du pouvoir. Donc, cette élection qui s'était passée au Congo, c'était une élection sanction. C'était un vote sanction où le peuple voulait se débarrasser de tous ces infiltrés, de ces occupants et installer les fils du pays aux commandes de la République. Mais malheureusement, Kabila est là et c'est pourquoi nous disons vérité des urnes. Mais comment y arriver? C'est ça la grande question, celle que vous venez d'ailleurs de poser. Il y a M. Kabila de son côté qui parle des concertations. Et dans son langage à lui et dans le langage de son camp, ce sont des concertations qui ont pour objectif de pouvoir créer une cohésion nationale. Nous disons qu'il y a une occupation. Des étrangers nous ont infiltrés. Avec qui alors nous allons faire cette cohésion? Avec ces mêmes étrangers. Donc nous disons, le terme est mal employé. On ne vient pas pour consolider le pouvoir de M. Kabila. On vient pour faire comme M. Paboulangi vient de le dire, étudier le voie des sorties. Par quel moyen M. Kabila peut partir, si pas la tête haute, mais en petite sécurité? Parce que le président Tshisekedi dit amenez-le-moi vivant. Ça veut dire que c'est un mot d'ordre qui est très bien quadrillé. Amenez-le-moi vivant et ne le
tuez pas. Nous n'allons pas tuer Kabila. Même ces gens-là qui travaillent avec lui, ces Congolais qui sont avec M. Kabila, ils ne seront pas voués à la mort. Mais tout simplement, ils vont quand même avoir affaire avec la justice du pays. Mais comment nous allons arriver à cette vérité des urnes? Nous, dans le cas de notre mouvance, donc notre mouvement, la force du combat intelligent, nous continuons à demander aux Congolais, partout où ils sont, de se soulever. Il y a ce soulèvement-là. Et je le dis ici, en spécialiste de cette matière, M. Paboulang nous a vu à Kinshasa, en train de préparer le peuple à se soulever aux élections, à sanctionner les gens, et ils ont été sanctionnés. Cette fois-ci, nous allons nous impliquer pour les amener, leur donner les trois possibilités. La garantie sécuritaire, pour que cette fois-ci, quand ils seront dehors, M. Kabila ne vienne pas les tuer comme il a l'habitude de les tuer et les terroriser comme il a l'habitude de le faire par ces escadrons de la mort. En dehors de cette garantie, nous allons leur donner l'idéologie politique. Parce qu'au Congo, le peuple pense qu'en se battant, ils se battent pour un individu. Nous n'allons pas nous battre, nous n'allons pas nous soulever pour M. Tshisekedi, ou pour M. Bemba, ou pour M. Balkouna. Ces gens-là doivent savoir qu'ils se battent pour eux-mêmes d'abord. Les Congolais, les Quinois, les ressortissants de Bandundu, de l'Équateur doivent savoir qu'ils se battent pour leur propre liberté. C'est ce travail-là idéologique que nous allons faire. Et finalement, en conclusion, l'information adéquate, nous allons étudier par quel mécanisme pouvoir leur faire parvenir l'information qu'il faut. Dans ce pays-là, ils ont une soixantaine de chaînes de télévision qui nous montrent que Kabila, Zoé et Olive et Jeannette Kanambe, on est fatigués et nous allons étudier par quel métabolisme nos Congolais peuvent avoir la bonne information. Bien, merci beaucoup, M. Babi Balkouna, pour cet atterrissage. Et M. Ange Paboulang, comment arriver à votre fin? Comment faire en sorte que la vérité des urnes triomphe? Et en considérant que nos amis du Zimbabwe viennent de faire une mauvaise expérience, ils ne sont pas arrivés et que, heureusement, le président Tshisekedi, lui, avait pris la précaution de ne pas se diriger dans cette voie-là. Oui, je vous dirais, M. Fika, tout se passe par la prise de conscience. Nous prenons une prise de conscience collective. M. Kabila, tout ce qu'il fait, c'est parce qu'il y a des complicités parmi les nôtres. Je vous ai dit tantôt qu'il est venu dans les bagages de l'AFDL avec le James Kabarebe. Mais il est entouré des Congolais. Je vais vous donner deux exemples, M. Fika. En Haïti, je pense, M. Aristide avait été démis de sa présidence. Mais lorsque la classe politique s'est réunie, lorsque l'Occident a voulu que la vérité des urnes triomphe, il avait été rétabli dans ses droits. Au Congo-Brazzaville, la classe politique à un moment avait demandé à M. Sassou de s'en aller. Il s'en est allé lors de la conférence nationale qui s'est faite au Congo-Brazzaville. Mais donc nous pensons que d'abord la prise de conscience de notre élite peut nous sauver les choses. J'aimerais un peu préciser un élément qu'on a tendance à oublier, que M. Balkouna n'a pas très bien souligné. Lorsque vous parlez de l'accord cadre, cet accord cadre qui a été signé, mais beaucoup de nos compatriotes ne savent pas, M. Fita, que c'est au détriment des intérêts du Congo. Parce que cet accord cadre dit même quoi? Qu'on essaie de faire un marché commun, que les richesses du Congo doivent être partagées et, comment dire, donc les pays voisins ont le droit de venir au Congo exploiter nos richesses. Mais les Congolais n'ont pas le droit d'aller exploiter les richesses du Rwanda. Donc les soi-disant dirigeants de notre pays vont signer un tel accord. Donc le Rwanda nous agresse et le Rwanda vous exige à ce que vous partagez vos richesses. Cet accord cadre-là le dit. Mais lorsque vous allez signer, la constitution du Congo dit que quand vous allez signer un tel accord, donc c'est le fait de haute trahison. Les richesses du Congo sont là pour qu'elles puissent être exploitées par les fils d'abord du pays. Mais vous connaissez la situation du Congo, M. Balkouna, je le vois souvent au Congo, la misère que nous avons. Donc pour sortir de cela, la classe politique ne doit pas avoir peur de dire à M. Kabila de s'en aller. Dialogue, changer de Premier ministre. Nous avons essayé toutes ces solutions. Nous prenons la rupture. Cette rupture voudrait que l'homme élu, le gouvernement élu, puisse gouverner le pays. Bien, M. Ange Paboulang, je vous remercie.
remercie, M. Babi Baloukuna, je vous remercie. Et vous, nos lecteurs, nous vous remercions d'avoir été attentifs à ce débat. Et il s'est terminé par des mots assez simples. C'est qu'il faut d'abord une prise de conscience de la part du citoyen congolais, une prise de conscience du peuple congolais. Et donc, pour nos invités, il n'est pas question de négocier parce qu'il y a une élection et celui qui a gagné les élections, on le connaît, celui qui n'a pas gagné, on le connaît. Et il suggère aux membres du clan de ceux qui ont fait le hold électoral d'aller négocier la sortie de leur leader. Merci et à la prochaine.